Aujourd'hui, je t'emmène dans un domaine bien particulier, à savoir celui des hypothèses qui ne sont pas vraiment prouvées, en tout cas de ce que j'en sais, mais qui pourtant sont assez intéressantes parce que on pourrait peut-être expliquer certaines choses par ça, ou alors tout simplement ça peut orienter notre pratique vers des choses plus... encore une fois intéressante. Bon, je te préviens tout de suite, je viens de finir un gros tournage, enfin une vidéo qui me tenait vraiment à cœur et qui a duré vraiment longtemps, donc je suis comme un porc, mais c'est l'été, c'est pas grave, la nuit est belle et je voulais en profiter pour tourner cette vidéo dans la foulée, mais ce sera quasiment de l'impro total. Enfin, j'ai des petites notes sur le côté, mais franchement, je vais y aller au feeling, quoi. C'est pas grave, après tout, si je ne suis pas le plus précis du monde, ce sont des hypothèses, je te le rappelle. Commençons tout de suite avec quelque chose qui m'avait interpellé sur une vidéo d'Aline. Oui, je regarde quelquefois des vidéos d'Aline. Je ne veux pas rentrer dans l'affaire, le drama avec Marvel, juste je regarde comme ça. Parce que je regarde un petit peu tout le monde pour voir s'ils disent pas trop de conneries. On dirait que j'ai l'air d'un policier quand je dis ça. Non, pas du tout. Moi, ça me donne juste de la matière pour mes vidéos, pour faire des débunkages derrière. Il y en a déjà vraiment pas mal, j'ai pas besoin d'aller me concentrer sur Aline en particulier. Et là, en l'occurrence d'ailleurs, c'était pas une connerie qu'elle a dite, mais plutôt quelque chose qui semblait intéressant. Elle parlait du fait que quand on relève le pied, miraculeusement, quand on fait des donkey kicks, enfin, je crois qu'on appelle ça des donkey kicks, j'ai jamais vraiment bien compris comment ça s'appelait. Bref, on relève la jambe en fait pour faire travailler ses fessiers, un petit peu comme toutes les fit girls qui veulent avoir des gros boules font. Quand on fait ça donc, quand on relève son pied, et d'un seul coup, on a l'impression que notre fessier travaille plus. Mais est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question puisque je ne pourrais pas y répondre, je n'ai pas vu d'études sur le sujet. En revanche, j'ai peut-être une explication de pourquoi est-ce qu'on les ressent mieux. Pour ça, il faut s'intéresser à l'anatomie du corps. Oui, je sais, bravo Sherlock, il faut s'intéresser à l'anatomie pour comprendre des muscles. Waouh! Vraiment, on avait besoin de moi pour le dire. Oui mais non, parce que là, c'est pas un muscle dont il est question, ou en tout cas pas directement, mais plutôt de quelque chose qui s'appelle la bandelette iliotibiale ou le fascia lata. Il me semble que c'est le nom en latin. Bref, cette bandelette iliotibiale, elle a plein de propriétés et il y en a deux en l'occurrence qui m'intéressent ici. À savoir déjà que son prolongement direct, c'est le tibial antérieur. Tu vois, c'est le muscle, bizarrement, enfin un des muscles en tout cas, qui nous fait relever le pied, justement. Mais en plus, il y a deux muscles en particulier qui s'attachent à cette dernière. Le tenseur du fascia lata, bon, il ne s'intéresse pas vraiment dans ce cas-là, mais surtout, comme tu l'auras deviné, le grand fessier. En relevant le pied du coup, sachant que cette bandelette est directement connectée au tibial antérieur, enfin du moins de ce que j'en ai compris, si jamais quelqu'un qui est encore plus pointu que moi en anatomie veut me corriger à ce sujet, ce sera avec grand plaisir dans les commentaires. Et bien du coup, je poursuis, ça va tirer cette bandelette, ok? Et ça va faire quoi? Ça va préactiver un petit peu tes muscles en fait qui sont attachés à cette bandelette là, à savoir le grand fessier. Bah ouais, il faut qu'il conserve un certain tonus musculaire, donc il résiste quoi, il veut garder sa forme en quelque sorte. Et ça, ça fait que quand tu vas faire travailler ton fessier après derrière, il sera préactivé et peut-être même préétiré, et préétiré le plus souvent, en tout cas de ce qu'on en a vu, ça permet de mieux faire travailler les muscles. Et ça, bon, tu pourrais te dire, si t'es pas une fit girl qui veut avoir un gros boule, que c'est pas très intéressant à savoir, mais il faut bien se remettre ça en perspective. Non, plutôt pas se remettre ça en perspective, mais remettre ça en perspective. Dans le corps, on peut avoir tendance à penser que tous les muscles sont bien séparés, bien attachés à leurs petits os, mais c'est pas le cas en fait. Le plus souvent, les muscles, ils glissent les uns sur les autres, voire ils sont attachés les uns aux autres, comme ça peut être le cas par exemple avec les pectoraux et certains faisceaux des abdominaux. Par exemple, en gainant bien tes abdos, du coup tu leur donnes plus de stabilité et tu pourrais éventuellement mieux faire travailler tes pectoraux. J'ai rien vu pour le moment qui soit vraiment significatif de ce point de vue-là, mais ce serait pas déconnant. Et ça peut ouvrir des perspectives au niveau de l'entraînement. Et sans transition aucune Jean-Pierre, alimentation instinctive et hyper palatabilité, waouh, je l'ai dit pour une fois, des aliments. Il y a une question que je me pose depuis un moment, c'est comment les animaux font pour savoir qu'ils ont à peu près le bon régime alimentaire. Ouais, je me dis,
franchement, à chaque fois qu'on essaye, tu vois, d'adopter un animal, on lui file des croquettes spéciales, des trucs un petit peu particuliers, etc. pour reproduire son alimentation naturelle. Mais alors, dans la nature, eux, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas les sciences de la nutrition, donc ils connaissent pas les macronutriments, etc. Comment ils font pour s'alimenter et être en vie? Je te dis pas, hein, je sais que les animaux en captivité vivent plus longtemps, mais ça peut être lié à d'autres facteurs, comme, je sais pas moi, l'hygiène ou... En fait, l'hygiène principalement et le fait qu'on les soigne. Toujours est-il qu'ils arrivent à survivre pendant suffisamment de temps pour se reproduire, ce qui veut dire que bon, ils doivent pas faire les choses non plus totalement à la zeub. Je me dis donc qu'il doit y avoir une sorte d'alimentation instinctive animale, et comme l'homme est un animal... S'il vous plaît, les religieux, me prenez pas la tête en commentaire, moi je pars de ce principe-là, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Bref, je disais donc du coup, comme l'homme est un animal et comme tous les autres, il doit bien avoir une forme de cette alimentation-là instinctive qui est restée en lui. C'est d'ailleurs corroboré par des études récentes sur le microbiote intestinal, etc. Bon, bien que ce soit pas si fortement corroboré que ça, on peut penser que on tend vers quelque chose qui va se dégager dans ce sens-là. Du coup, il doit y avoir un mécanisme qui nous dit ce qu'on doit manger. Par exemple, tu as la faim pour te dire que tu dois manger tout court, ou la soif pour te dire que tu dois boire. Et moi, je pense que les envies, tu vois, genre envie de sucré, envie de salé, envie de ci, envie de ça, ça nous permet de savoir ce dont on a besoin. Je sais pas si tu sais, si t'es pas campagnard, t'as peu de chances de le savoir, mais si tu files du sel à une vache, tu vois, genre un gros morceau de sel, tu vois, style les lampes à sel là qu'on voit, elle va le lécher frénétiquement, elle ne va jamais s'arrêter. Or, c'est bizarre, mais dans l'herbe, il y a des tonnes de potassium, et on a un truc dans tous les organismes vivants qui s'appelle la balance sodium-potassium. À savoir que si jamais elle est déséquilibrée, tu vois, cette balance-là, donc si on a trop de sodium ou trop de potassium, on va avoir des petits problèmes de santé. Étonnant du coup que les vaches, les chèvres, bref, tous les animaux qui consomment vraiment beaucoup d'herbe aiment beaucoup le sel, qui, je le rappelle, est du sodium. Mais alors, est-ce que ça fonctionne bien chez l'être humain? Je pense que oui, mais seulement si on a des aliments naturels ou pas trop transformés. Je m'explique. Les industriels, il y a un petit moment, ils ont trouvé un truc marrant. Ils ont trouvé qu'avec une certaine combinaison de macronutriments, un petit peu de sel, un petit peu de sucre, un petit peu de graisse, tu vois, il faut que la combinaison soit assez bonne, hein, les gens achètent beaucoup plus de leurs produits. En fait, dès qu'ils prennent un gâteau, ils ont une espèce de goût de reviens-y. Et ça, il y a des formules plutôt sucrées, plutôt salées, etc. Tu les retrouveras basiquement dans tout ce qui est gâteau industriel et tout ce qui va être biscuits, apéritifs, chips, etc. Cette hyper-palatabilité, parce que c'est ça en fait, l'hyper-palatabilité, ça vient perturber ton cerveau et ça vient complètement le court-circuiter. Et la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de manger et encore manger. Et pour moi, c'est tout simple en fait, c'est que ces aliments-là, ils apportent suffisamment des choses dont on a besoin, en tout cas certaines choses dont on a besoin, de façon équilibrée. Alors pas équilibrée comme on l'entend habituellement dans l'alimentation, non, ce que je veux dire plutôt par là, c'est qu'il y a un bon équilibre entre les graisses, le sucre, etc., qui fait que, en fait, quand on va le goûter, on va avoir l'impression qu'on ne manque de rien, qu'on est en balance. Évidemment, je suppose qu'il y a d'autres mécanismes pour les vitamines et autres, mais à l'heure actuelle, mon hypothèse sur ces gâteaux-là, sur ce Bliss Point, c'est ça. Donc tout ça pour te dire que si tu cherches à maigrir et que tu ne peux pas t'empêcher de manger, essaye de surveiller ton alimentation et de voir si tu prends des aliments simples. Parce qu'en fait, les aliments simples, ils vont avoir l'avantage d'être pas complets à ce niveau-là. Et donc, déjà, ils vont un peu mieux te caler. Et surtout, ils vont faire en sorte que tu aies peut-être, pas cette espèce de court-circuit dans ton cerveau et que tu puisses un petit peu mieux gérer en fait tes apports. Voilà, en tout cas, les recommandations d'aliments simples et peu transformés, de toute façon, même si mon hypothèse n'est pas la bonne, et c'est tout à fait probable qu'elle ne le soit pas, ça reste une bonne recommandation, donc je m'avance pas trop au hasard. Enfin, parlons d'une hypothèse, peut-être que j'en ai déjà parlé ici, ça fera pas de mal de toute façon aux gens de la réentendre. Je pense qu'elle est aussi
beaucoup plus vérifiée que celles d'avant en tout cas, c'est la titine et son rôle dans l'excentrique. En gros, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous avons plus de force en phase excentrique qu'en concentrique. Ça veut dire que quand nos muscles se rallongent, on a plus de force que quand ils se raccourcissent. Et on a essayé pendant longtemps, d'ailleurs on essaye toujours, de comprendre exactement pourquoi. Et une des pistes qu'on a pour ça, c'est la titine. Pourquoi est-ce qu'elle a un nom si bizarre, cette protéine? En réalité, elle a un nom un peu comme toutes les autres. Simplement, il est tellement long, parce que la molécule est tellement longue elle aussi, qu'en fait, on peut juste pas le prononcer. Je crois qu'il doit faire un truc comme entre 3 et 50 pages. Je sais plus exactement. J'avais vu 3 pages une fois, 50 pages une autre. Bref, c'est long. Et cette titine, donc, elle sert à fixer, en fait, les sarcomères. C'est-à-dire que, en gros, tu sais, on te dit souvent, oui, en fait, l'actine et la myosine, c'est ça qui crée la contraction musculaire. C'est vrai. Mais si l'actine et la myosine, elles étaient attachées à rien, en fait, il n'y aurait pas de contraction musculaire possible. Parce que quand ça flotte, tu tires pas sur quelque chose qui flotte, quoi. Tu vois, genre, je sais pas, moi, t'essayes de tirer un truc avec une corde molle, tu vas juste tirer la corde, tu vois. Alors que quand elle commence à être tendue, là, tu peux tirer la chose. Cette titine, donc, elle s'accroche pour fixer ça, les sarcomères entre eux. Grosso modo, il y en a plein d'autres, des protéines, mais on va dire que c'est ça son rôle. Jusqu'à il y a assez récemment, on pensait que ça se passait comme ça. Mais en fait, on se rend compte que la titine, c'est aussi un filament actif. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une contraction musculaire, enfin pour créer une contraction musculaire plutôt, tu vas avoir du calcium qui va rentrer dans tes muscles. Ces ions calcium-là, ce sont eux qui vont déclencher tous les cycles de la contraction musculaire. Alors tu sais, avec l'ATP qui se fixe aux têtes de myosine, aux filaments d'actine, etc., etc. Mais en fait, ce calcium-là, il va aussi avoir un rôle sur la titine. Et ce qu'on pense qu'il fait, c'est pour ça que je te dis que c'est une hypothèse et que je ne sais pas si ça a été encore vraiment démontré. Je pense qu'on est quand même dans les 95% sûr que c'est comme ça que ça se passe. Mais je peux me tromper, donc c'est pour ça, garde tes réserves vis-à-vis de ça. On pense du coup qu'en fait, certains filaments de titine s'accrochent à ceux d'actine. Et du coup, ce sont ceux, en fait, habituellement, ces filaments-là, ce sont ceux qui sont les plus souples. Tu vois? Donc, quand ils s'accrochent en fait à ces filaments d'actine, d'un seul coup, les parties les plus rigides en fait de la titine, elles restent à fixer, on va dire, et ces parties souples, qui étaient souples avant, elles sont rigidifiées par le fait qu'elles s'accrochent à l'actine. Je ne sais pas si j'arrive à être très clair. Et en gros, ça veut dire quoi? Que même si la titine, en fait, elle va pas participer au cycle de la contraction, quand elle va être étirée et qu'il y a des ions calcium, donc quand on active, tu vois, les muscles, elle va se rigidifier et donc elle va empêcher, elle va avoir une certaine influence sur la résistance de tes muscles. Et ça fait des chocs à pic. C'est fort en chocolat. Bon, non, ça te donne plus de force musculaire, tu l'auras compris. Comme on sait que l'hypertrophie musculaire est médiée principalement par la tension que reçoivent les fibres musculaires, ça voudrait dire que, comme on peut mettre plus de tension, on augmente plus notre hypertrophie grâce à l'excentrique. En tout cas, on aurait plus de probabilité de le faire. D'ailleurs, si tu veux un spécialiste de la contraction excentrique, je te recommande de suivre Mathias Soulol sur Instagram. Ah, et tant qu'on est dans la promotion, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, commenter, à me suivre sur Instagram, sur Discord, enfin, viens voir sur Discord, et aussi, tu as Utip, Tipeee, et j'ai bientôt plus de batterie, donc je te dis, prends soin de toi, et à la prochaine. Pouf, c'était short, hein.